jeune Charlie Chaplin arrive aux États-Unis et devient rapidement la star de cinéma la plus en vue. Cependant, 30 ans plus tard, on lui interdit l'entrée sur le territoire du pays. Que s'est-il passé? Pour répondre à cette question, il faudra environ 1 heure. Ce qui est important, c'est qu'à ce jour, il n'existe pas d'autres stars de cinéma capables de rivaliser avec l'incroyable popularité de cet homme au chapeau melon. En 1914, Chaplin apparaît pour la première fois à l'écran dans le rôle du vagabond, ce qui est en réalité son 2e film. À l'époque, personne ne connaissait ni Chaplin lui-même, ni son personnage. 5 ans plus tard, les films avec le vagabond tenant une canne deviendront célèbres sur tous les continents. Dans 30 ans, il est probable qu'il ne restera aucune personne sur ces continents qui n'ait pas entendu parler de Charlie Chaplin en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur. Il sortira près d'1 centaine de courts-métrages et des films longs célèbres qui changeront non seulement le cinéma, mais aussi l'histoire elle-même. Des œuvres telles que Le Kid, La ruée vers l'or et Les lumières de la ville sont empreintes d'un ton bienveillant, sentimental et en même temps comique. Cependant, derrière ces images se cachait un homme tout à fait différent. Chaque star d'Hollywood a ses secrets, et au début des années 1950, le placard de Charlie Chaplin regorgeait déjà de squelettes. Il est accusé de comportement immoral en raison de ses multiples épouses et amantes, ainsi que d'esclavage sexuel. De plus, on l'accuse d'être communiste, une accusation qui, aux États-Unis à l'époque, pouvait entraîner non seulement la perte de sa carrière, mais aussi l'emprisonnement. En conséquence, il se voit interdire l'entrée aux États-Unis. Chaplin a parcouru un chemin allant des bidonvilles londoniens au sommet de l'industrie cinématographique, passant de la principale star d'Hollywood à un exil forcé à travers l'Europe. C'est l'histoire de Charlie Chaplin. Ainsi, il y a un point important sur lequel il convient de se pencher. Au début du XXe siècle, le cinéma tel que nous le comprenons aujourd'hui n'existait pas encore. Il n'y avait que de courts films muets en noir et blanc, dépourvus de couleurs et de sons, souvent sans intrigue claire. C'était simplement un nouveau divertissement, des images en mouvement. Personne ne savait si cette forme de loisir serait populaire demain ou disparaîtrait dans l'oubli. Personne n'envisageait même d'explorer cela comme un art ou une composante de la culture humaine. Par conséquent, à cette époque, il était difficile de trouver quelqu'un qui rêvait sérieusement de devenir une star du cinéma. En 1910, un navire en provenance de Londres arrive à New York. À son bord se trouve un acteur de théâtre britannique de 25 ans. À cette époque, il ne rêve même pas de cinéma. Son objectif est de se faire reconnaître dans ce nouveau pays. « Amérique, je te conquiers », aurait-il voulu crier, espérant que chaque enfant et chaque adulte se souviennent de son nom, Charles Spencer Chaplin. Cette histoire a été transmise par d'autres membres de la troupe de théâtre avec laquelle Chaplin est parti en tournée à travers les États-Unis. Peut-être que cet épisode n'est qu'un mythe, mais compte tenu du caractère de notre héros, il semble tout à fait plausible. En Grande-Bretagne, à cette époque, on ne peut pas qualifier Chaplin de star, mais il était un acteur de théâtre notable, l'un des membres principaux de la troupe de tournée de Carnot. Les artistes se produisaient dans diverses villes, offrant au public des spectacles qui étaient un mélange de cirque, de comédie et de théâtre musical. La principale compétence de Chaplin était la pantomime, au cours de laquelle il parodiait avec aisance d'autres personnages. Dans ses numéros, il provoquait des chutes comiques
perdait ses pantalons ou se battait avec un chapeau. Bien que ce ne soit pas du Shakespeare, le public en était satisfait. La première tournée de la troupe aux États-Unis s'avère réussie. À peine 6 mois plus tard, les artistes repartent pour l'Amérique. Et c'est à ce moment-là qu'un événement décisif se produit dans la vie de Chaplin. Le studio Keystone, l'un des plus célèbres, à l'aube de l'industrie cinématographique, met l'accent sur les courses-poursuites où les personnages principaux sont des policiers. Dans ces films, la durée de l'action est en moyenne de 10 minutes. Il y a constamment des courses, des trajets, des chutes et des combats. Il n'y a pas vraiment de scénario. Cela commence par une idée, suivie d'une série d'improvisations. Cela semble souvent absurde, mais c'est toujours amusant, énergique et accessible aux spectateurs, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur statut social. Pendant la tournée de Chaplin à travers l'Amérique, l'un des principaux acteurs du studio Keystone tombe malade. Cela attire l'attention des représentants de la société sur ce jeune Britannique qui se distingue par son talent, éclatant en pantomime, en acrobatie et en humour. Ils voient en lui un potentiel pour l'écran et lui proposent un contrat de $150 par semaine. Bien que cette somme puisse sembler insignifiante aujourd'hui, pour Chaplin, c'était une véritable fortune, car il n'avait jamais gagné autant d'argent auparavant. Ce qui est étonnant, c'est que quelques années plus tard, son contrat atteindra $1 million. Mais cela, c'est une autre histoire. À la fin de 1913, Chaplin arrive à Los Angeles pour commencer le tournage pour Keystone. À cette époque, la célèbre inscription « Hollywood » n'est pas encore sur la colline, et le quartier est loin du glamour moderne. Le studio Keystone est considéré comme l'un des leaders de l'industrie, bien qu'en réalité, il ne s'agisse que de quelques bungalows au milieu des champs, situés à quelques kilomètres de la ville. Dans les environs, plusieurs plateaux de tournage fonctionnent simultanément, où différents films sont en cours de création. Les réalisateurs donnent sans cesse des instructions aux acteurs, le bruit des caméras règne et des musiciens jouaient en direct en fond sonore. C'est cela, la magie du cinéma. Compte tenu de la simplicité des intrigues et des particularités de la production, les acteurs de cinéma, à cette époque, étaient presque comme des marionnettes, participant à des actions mécaniques avec un ensemble limité d'émotions caricaturales. Selon les souvenirs de Chaplin, l'une des premières questions qui lui a été posée à son arrivée sur le plateau était s'il pouvait tomber joyeusement d'une échelle sans se blesser. Grâce à son expérience théâtrale, il a pu le faire. Son début à l'écran a eu lieu au début de 1914 dans un court-métrage de 10 minutes intitulé « Gagner sa vie », où il a joué le rôle d'un escroc, un personnage effronté et désagréable. Dans ce personnage, il n'y a pratiquement pas l'errant célèbre qui deviendra populaire. Ce n'est qu'en y regardant de près qu'on peut discerner quelques prémices du futur héros, son expression faciale, sa manière d'embrasser la main d'une femme du poignet à l'épaule et son style de marche. Ces détails sont significatifs car ils montrent que Chaplin n'est pas arrivé au cinéma avec un personnage déjà façonné. Les spectateurs députés verront pour la première fois le vagabond Chaplin dans les 2 courts-métrages suivants du studio Keystone, Courses automobiles pour enfants et Une situation extraordinaire. Dans le premier film, son personnage gêne constamment l'équipe de tournage pendant les compétitions de course, s'immisçant sans cesse dans le cadre. Dans le second, le héros ivre, Charlie, crée une multitude de problèmes pour les employés et les invités de l'hôtel, représentant une comédie de situation classique
avec de nombreux épisodes amusants et absurdes. Bien que ces premières œuvres de Chaplin soient à peine regardées aujourd'hui pour le divertissement, elles sont intéressantes pour une autre raison. Devinez combien de temps s'est écoulé entre leurs sorties, à peine quelques jours. Cela illustre éloquemment le processus de production rapide et impitoyable à l'aube de l'industrie cinématographique. Le studio produisait en moyenne 3 courts-métrages par semaine, ce qui représentait plus de 100 films par an. Chaplin n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir aux subtilités de son personnage. Il le développait progressivement, de film en film. Tout au long de sa longue carrière d'acteur, on lui a souvent demandé quelles étaient ses sources d'inspiration pour créer Le Vagabond, et ses réponses variaient toujours. Dans une interview, il a mentionné qu'il puisait ses idées dans les images rencontrées durant son enfance dans les rues de Londres, tandis que dans une autre, il parlait de ses observations sur ses collègues acteurs au théâtre. Le fils de Chaplin se souvenait que les larges pantalons étaient apparus par accident lorsque l'acteur remplaçait un interlocuteur de plus grande taille. De plus, le personnage du vagabond était assez populaire dans le théâtre anglais. Peut-être que chacune de ces explications contient une part de vérité. La question réside simplement dans les proportions, mais ce n'est même pas le plus important. Dans 2 des 3 premiers films, on retrouve déjà la canne, le chapeau, le manteau de taille surdimensionné et la démarche comique. À première vue, cela ressemble à un personnage achevé. Cependant, il est peu probable que quelqu'un se souvienne de Chaplin 5 à 10 ans après ses films, s'il n'avait conservé que son costume et un ensemble de mouvements amusants. Ce n'est pas suffisant pour laisser une empreinte dans l'histoire. Le véritable secret du succès de Chaplin se révélera plus tard, et lui-même le soulignera. En quelques années, il parcourra un chemin qui transformera radicalement sa carrière. Le cinéma est un métier qui nécessite de la pratique. Avez-vous entendu parler de la théorie des 10 000 heures? Elle stipule qu'il faut consacrer autant de temps à une activité particulière pour devenir un expert ou un professionnel. Je suis sûr que Chaplin ne connaissait pas cette théorie. Mais durant sa première année au cinéma, il travaille comme s'il l'avait lui-même élaborée. Dans le cadre de son premier contrat, il tourne dans 36 films, dont tous ne sont pas liés au personnage du vagabond. Charlie joue également des rôles de policiers, de méchants et même de femmes. Cependant, les expériences avec différents rôles et les réactions du public convainquent Chaplin de se concentrer précisément sur le vagabond, ce qu'il décide de faire. En 1914, les spectateurs voient Chaplin à l'écran dans divers rôles. Celui du vagabond juge, du serveur, du voleur, de l'amant, du nettoyeur, du boulanger et du médecin. Il devient l'une des principales stars du studio Keystone. Sa popularité rapide et inattendue le sauve en fait d'un licenciement avant la fin de son contrat. Ses amis le surnomment « cet Anglais » et il exprime souvent son mécontentement envers les réalisateurs, les acteurs et les intrigues. Ce comportement pourrait sembler agaçant pour la direction du studio, mais ce qui leur importe avant tout, ce sont les résultats financiers. Chaplin génère des bénéfices, attire les spectateurs et rapporte de l'argent, ce qui lui confère une plus grande influence sur le processus. En conséquence, au cours de sa première année de travail chez Keystone, de nombreux films avec Chaplin ont également été réalisés par lui-même. Il étudie minutieusement tous les aspects du cinéma, de la performance d'acteur au montage. Chaplin arrive sur le plateau de tournage parmi les premiers et quitte les lieux parmi les derniers. À la fin de cette année, il réalise à quel point il est efficace tant devant que derrière la caméra.
et il prend la décision de ne plus apparaître dans des films d'autres réalisateurs, mais de se concentrer sur la création de ses propres œuvres. Au début de 1915, Charlie Chaplin se rapproche du statut de star. Le Vagabond a déjà acquis une certaine notoriété parmi les spectateurs de cinéma. Avec la montée de sa popularité, ses exigences augmentent également. Il demande 1 000 $ par semaine, alors qu'1 an auparavant, il gagnait presque 10 fois moins, ce qui était alors considéré comme une somme importante. Le directeur du studio, Seth Stauffer, lui fait savoir qu'il ne reçoit même pas un tel salaire. Chaplin répond que c'est son nom, et non celui de Stauffer qui génère des revenus pour le studio. Peu après, une société concurrente apparaît et lui propose plus de 1 000 $ par semaine, ainsi que la liberté créative, des budgets plus importants et des délais flexibles. Selon le nouveau contrat, Chaplin réalisera un film en 3 semaines au lieu de 3 jours, ce qui lui donnera beaucoup plus de temps pour développer et mettre en œuvre ses idées. Dans la plupart des films de l'époque, la durée était d'environ 10 à 15 minutes, en raison des limitations de longueur des bobines de film. Le principal inconvénient de cette courte durée est la simplicité des intrigues, car des récits plus profonds nécessitent plus de temps. Chaplin en est conscient et, après son passage à un nouveau studio, il crée des films d'une durée d'environ 1 demi-heure. Lors du tournage de certaines scènes, le nombre de prises peut atteindre jusqu'à 50. De nombreux membres de l'équipe de tournage considèrent cela comme un gaspillage inutile de film et comme les caprices d'un jeune acteur, sans comprendre qu'à ce moment-là, Chaplin est en train de transformer radicalement l'histoire du cinéma. Se demande-t-on s'il en est conscient lui-même? Ce n'est pas sûr. Nous ne nous plongerons pas dans l'étude du cinéma, mais pour comprendre la principale découverte de Chaplin, il suffit d'examiner un film parmi les 13 sortis en 1915, intitulé « Le Vagabond ». À première vue, ce film ne diffère en rien de ses œuvres précédentes. Dans la première scène, le héros manque de peu d'être écrasé par une voiture et tombe. Dans la scène suivante, il sauve une jeune fille des bandits, tombant à nouveau de manière comique. Son père, en signe de gratitude, propose au vagabond un emploi à la ferme. Cependant, dans ce rôle, le vagabond se révèle extrêmement maladroit et ridicule. Les personnages se frappent constamment à la tête ou au derrière et, bien sûr, tombent de manière hilarante. En d'autres termes, l'écran déborde d'humour. Dans certaines scènes, le vagabond interagit avec la fille du fermier, la sauvant des bandits, protégeant la ferme et même l'aidant à traire une vache. Le héros est convaincu que des sentiments naissent entre eux. Cependant, vers la fin du film, le jeune homme de la fille revient. Il exprime sa gratitude envers le vagabond et à ce moment-là, le personnage de Chaplin montre de la déception, de la confusion et une réaction humaine profonde et authentique. Personne avant Chaplin n'avait montré une telle complexité émotionnelle. Les spectateurs avaient vu de l'action, des poursuites, des vols, des combats. Et bien que les acteurs puissent représenter théâtralement la peur ou la colère, ils n'avaient pas encore eu l'occasion d'observer de véritables émotions suscitant l'empathie. Cela est devenu l'une des raisons pour lesquelles les spectateurs continuent à regarder des films. Charlie Chaplin et son public prennent conscience de l'impact de son œuvre bien plus tard, mais dès 1915, il devient une véritable star. Son image, avec son chapeau melon, sa moustache, sa canne et sa démarche caractéristique, fascine le public non seulement aux États-Unis,
Mais aussi au-delà des frontières, les gens se précipitent dans les cinémas pour voir les nouveaux films mettant en scène le vagabond. En peu de temps, dans l'industrie, Chaplin, âgé de 26 ans, acquiert une renommée mondiale. Une telle popularité a toujours un revers. Chaplin a expérimenté ce paradoxe plus tard. Les premières années de son ascension sont marquées par le fait que les spectateurs perçoivent exclusivement son personnage et non l'acteur lui-même. Qui est-il sans son image emblématique? Que représente Charlie Chaplin? Le sud de Londres, à la fin du XIXe siècle, est un quartier composé d'usines, d'entrepôts, d'abattoirs et de logements de classe inférieure. Le loyer bon marché a favorisé l'ouverture de nombreux établissements de divertissement, bars, bordels et music halls dans ce quartier, où est née en 1889 la future star mondiale. Charles Chaplin était relativement connu en tant qu'artiste de music hall. Son père avait également une certaine notoriété, tandis que sa mère, Hannah, aspirait à réussir au théâtre, bien que ses réalisations soient beaucoup plus modestes. Au moment de la naissance de Charlie, la famille avait déjà un fils de 4 ans, Sidney. La vie personnelle de sa mère était assez mouvementée, et cela laissait dans le flou l'identité du véritable père du fils aîné. Peut-être que ces infidélités ont été la cause de la rupture avec son mari 1 an après la naissance de Charles. La carrière de Hannah au théâtre n'a pas pu se réaliser, et elle cherchait sans cesse un emploi supplémentaire ou un nouveau partenaire. En cas d'échec, comme le pensait Chaplin, elle pouvait avoir recours à la prostitution. Appliquer les normes sociales habituelles à notre famille, c'est comme plonger un thermomètre dans l'eau bouillante, écrira plus tard le célèbre acteur. Il est impossible de ne pas remarquer que la vie d'une mère célibataire, avec 2 fils, était difficile. Il louait une chambre bon marché et mangeait souvent dans des soupes populaires. Devenu adulte et prospère, l'acteur avait un fort penchant pour le beurre et la crème, des aliments qu'il n'avait pas pu consommer durant son enfance. Il est possible que la mauvaise alimentation de ses premières années ait influencé sa petite taille, qui mesurait moins de 160 cm, et ait également causé un développement insuffisant de sa cage thoracique. Hannah était tourmentée par des maux de tête, et avec le temps, elle a développé des problèmes psychiques, ce qui entraînait des hospitalisations fréquentes dans des cliniques psychiatriques, où elle pouvait rester pendant des mois. Pendant ce temps, ses fils se retrouvaient soit dans un foyer, soit passaient leur nuit sur des bancs dans le parc. L'adulte Chaplin ne supportait pas les parcs et a par la suite noté « Mon enfance a pris fin à 7 ans ». C'est à ce moment-là que sa mère a de nouveau passé une longue période à l'hôpital psychiatrique, tandis que lui et son frère étaient envoyés dans un internat pour orphelins. L'avantage de leur séjour temporaire à l'internat était une alimentation relativement équilibrée, des vêtements et un endroit pour dormir. Cette courte période fut le seul moment dans la vie de Charles où il apprit au moins à lire et à écrire. Lorsque sa mère revenait de l'hôpital, elle reprenait son fils avec elle, mais en raison de difficultés financières constantes. Ils devaient déménager fréquemment ou passer à nouveau des nuits à la Belle Étoile. La future popularité du personnage du vagabond s'explique en grande partie par sa capacité à rester optimiste et à conserver sa dignité dans un monde difficile et hostile. Cette compétence, Chaplin l'a acquise dès son enfance, lorsqu'il a fait preuve d'une étonnante ingéniosité face à la nécessité de survivre. Il a travaillé comme assistant chez un barbier, un imprimeur et même un chirurgien. De plus, il vendait des fleurs près des maisons closes et tentait de gagner sa vie sur scène en se produisant avec des danses
et de la pantomime, cherchant à échapper à la pauvreté. Tout au long de sa vie, la pauvreté est restée la principale peur de Chaplin. La profession d'acteur, compte tenu de l'instabilité des revenus, ne pouvait guère être considérée comme fiable. À 14 ans, il obtient son premier rôle sérieux au théâtre dans la pièce Sherlock Holmes. Pendant plusieurs années, la troupe a tourné à travers le pays, après quoi Charlie se retrouve à nouveau sans emploi. À 18 ans, son frère, qui n'avait pas de grandes ambitions dans le théâtre, avait une carrière plus réussie. Grâce au soutien de Sidney, Charlie a rejoint la troupe de Carnot, et cette période est devenue pour lui une véritable université théâtrale. Charlie a maîtrisé la pantomime, l'acrobatie, la comédie de scène et un certain nombre d'autres compétences artistiques. Avec le temps, il est devenu l'un des artistes principaux de la troupe, tournant aux États-Unis et gagnant rapidement une popularité mondiale. Il est possible que tu puisses travailler dur pour améliorer tes compétences et atteindre un certain succès, mais tout ce qui dépasse ces limites dépend de la chance, peu importe à quel point la citation de Murakami peut sembler précise. Cependant, l'essence même de cette déclaration reste importante, même si les détails de l'auteur peuvent ne pas être si significatifs. La chance a joué un rôle clé dans le destin de Chaplin. Il commence sa carrière au cinéma à une époque de développement rapide de ce nouveau moyen de communication de masse. Aucun art auparavant n'avait progressé et acquis une popularité aussi rapidement que le cinéma au début du XXe siècle. L'un des principaux facteurs de son succès est son accessibilité totale pour le public. Ne possédant pas de compétences en lecture ou en écriture, même un inculte comprendra immédiatement l'humour lorsqu'un personnage frappe caricaturalement un autre. Profitant de son succès, après la fin de son deuxième contrat, Chaplin cherche un studio capable de lui offrir des sommes plus importantes et une liberté créative. Son frère Sidney l'aide dans cette démarche, s'occupant des affaires de l'acteur tout au long de sa vie. Le nouveau contrat s'avère sans précédent. Le studio Mutual accepte de verser à Chaplin $600 000 par an, ce qui, selon certaines sources, fait de lui le salarié le mieux payé au monde. Bien que le rythme de production des films diminue, la qualité de leur élaboration, en particulier des scénarios, s'améliore. Bien que certains d'entre eux restent encore des comédies standards, les intrigues deviennent plus logiques et interconnectées. Les meilleures œuvres de cette époque, comme le film Les Migrants, atteignent un nouveau niveau. L'histoire commence sur un bateau où le vagabond et d'autres passagers se dirigent vers les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Les thèmes de la pauvreté, des maladies et de l'incertitude de l'avenir peuvent sembler peu réjouissants à première vue, mais c'est précisément sur eux que repose l'intrigue de l'émigrant. Avec le temps, Chaplin parvient à une compréhension importante. Au cœur de toute comédie réussie se trouve une profonde douleur. Ce principe, il le perfectionnera par la suite et l'utilisera dans ses meilleures œuvres. Dans L'émigrant, il est inoubliable pour les spectateurs de voir comment les personnages partagent une assiette de soupe sur le bateau, comment les douaniers se moquent des nouveaux arrivants, ou comment le protagoniste se retrouve sans argent pour payer son dîner au restaurant. Tous ces moments deviennent efficaces grâce à un choix minutieux. Le film ne dure un peu plus de 20 minutes, alors que le matériau de base avait un volume 20 fois supérieur à cette durée. L'émigrant et d'autres films de cette époque deviennent les plus significatifs de la carrière de Chaplin. Les studios
sont prêts à lui offrir des fonds illimités et une quantité de pellicules sans restriction. Selon le nouveau contrat, il reçoit $1 million pour 1 an et demi de travail. Il est important de noter à quel point le destin de Chaplin a changé. Il y a seulement 10 ans, il dormait sur un banc dans un parc, et il y a 4 ans, il a commencé sa carrière au cinéma, gagnant $150 par semaine. Maintenant, à l'âge de 28 ans, il signe un contrat d'$1 million pour 18 mois de travail. S'il y avait eu un concours pour la meilleure incarnation du proverbe « de la boue aux nippes », Chaplin aurait largement remporté la première place. En même temps, il serait étrange d'attendre moins. En 1917, il est devenu l'homme le plus célèbre de la planète, et son mode de vie a commencé à correspondre à son statut de star. Une maison et du personnel apparaissent dans sa vie. Son assistant se rend presque quotidiennement à la bourse avec des liasses de billets pour investir les fonds excédentaires de son patron. Selon les rumeurs, Charlie fréquente les grandes dames de la haute société. Aux États-Unis, il est considéré comme le célibataire le plus envié. Sa première véritable romance a commencé avec sa collègue de plateau, Edna Purviance, alors qu'il n'avait que 19 ans. À un moment donné, ils ont même envisagé la possibilité de se marier, mais n'ont pas osé le faire. Néanmoins, leur relation de travail est restée inchangée. Edna a joué les rôles féminins principaux dans 30 films de Chaplin au début de sa carrière. La raison de leur mariage avorté est probablement assez banale. La star principale ne prévoyait pas de fonder une famille. Ainsi, l'histoire de sa première tentative de mariage ressemble à l'intrigue d'une captivante mélodrame. En 1918, lors du tournage d'un nouveau film, Chaplin fait la connaissance de l'actrice Mildred Harris, qui n'a que 16 ans, tandis que lui en a déjà 29. Après avoir terminé le film, Harris annonce qu'elle est enceinte. Chaplin n'a pas l'intention de fonder une famille, mais il se retrouve face à un choix. Un refus entraînerait un scandale retentissant. Finalement, il organise une cérémonie modeste et loue une maison pour sa femme et leur futur enfant. Cependant, il s'avère rapidement que Harris n'est en réalité pas enceinte. Elle a pu soit mal interpréter les symptômes, soit la situation fait partie d'un plan astucieux de sa mère pour marier sa fille à une star. 1 mois plus tard, il devient clair que la jeune épouse est finalement bel et bien enceinte. Les sentiments de Charlie pour Mildred se sont depuis longtemps apaisés et il essaie de passer plus de temps hors de chez lui. En juillet 1919, ils accueillent un fils, mais seulement 3 jours plus tard, l'enfant meurt de maladie congénitale. Chaplin commence à vivre séparément, et bien qu'ils soient encore formellement mariés, leur union est manifestement arrivée à son terme, à peine 11 jours après la tragédie. Il organise des auditions pour un nouveau rôle dans un film provisoirement intitulé « Le gamin ». On ne sait pas comment cette tragédie personnelle influencera la qualité du film, mais il est certain qu'il deviendra un chef-d'œuvre et une étape importante dans la carrière de Chaplin. Le titre définitif du film est « Le Kid ». Le film est incroyablement génial et touchant. Dans son intrigue, une mère laisse son nouveau-né dans une voiture devant une maison cossue, qui est bientôt volée par 2 criminels, laissant l'enfant dans la rue, dans les bidonvilles. Là, un vagabond le trouve, le prend sous son aile et l'élève comme son fils. Leur vie, pleine de pertes et d'événements comiques, illustre comment le rire peut se mêler à la tristesse. Un exemple frappant de cette formule peut être vu dans la scène où les travailleurs sociaux tentent de prendre le garçon au vagabond.
Ici, nous sommes d'abord confrontés à un moment déchirant, avec l'enfant qui pleure, suivi d'une course comique du vagabond après la voiture avec le garçon. Puis se produit une réunion émouvante des héros, un moment où les spectateurs remarquent pour la première fois les larmes aux yeux de Chaplin. Le talent de Chaplin en tant que scénariste et réalisateur a atteint un niveau incroyable en peu de temps dans l'industrie cinématographique. Le Kid n'est pas seulement devenu un succès commercial, mais a également laissé une empreinte significative dans l'histoire du cinéma, attirant l'attention sur l'art depuis sa sortie en 1921. Parmi tous les anciens films muets en noir et blanc, seuls quelques-uns peuvent être revus pour le plaisir, plutôt que pour une analyse scientifique, et la plupart d'entre eux sont des œuvres de Chaplin, y compris Le Kid. Pendant le tournage du film, Chaplin divorce officiellement de Mildred Harris, qui l'accuse d'infidélité et de mauvais traitement. Bien que ces accusations puissent avoir un fondement, les sentiments de l'ex-épouse ont également joué un rôle important. Après le divorce, elle reçoit une compensation financière substantielle, ainsi qu'une part des biens. Cette période s'avère difficile pour Chaplin. La mort de l'enfant et le divorce portent un coup sévère à sa réputation de superstar. À cette époque, 2 événements liés à l'enfance de Chaplin se produisent dans sa vie. Il fait venir sa mère chez lui après avoir précédemment financé son traitement dans une clinique en Angleterre. Maintenant, il lui achète une maison en Californie et engage du personnel médical pour s'occuper d'elle. Le deuxième événement important est son voyage en Grande-Bretagne. C'est son premier retour à Londres depuis le début de sa carrière au cinéma. Et dire qu'il est accueilli par des foules de gens ne rend pas compte de l'ampleur de l'effervescence. Bien qu'il y ait des stars en Grande-Bretagne, l'arrivée de Chaplin représente un niveau de popularité comparable à celui d'une divinité. La popularité ouvre à Chaplin non seulement le chemin vers le cœur des gens ordinaires, mais aussi les portes du monde de l'élite. Il aime passer du temps dans les cercles influents de New York, s'intéressant aux discussions sur la politique, l'histoire et la littérature, bien qu'il ne possède pas de connaissances approfondies dans ces domaines. Son éducation formelle est extrêmement limitée, et il est difficile de la qualifier même d'éducation scolaire. Dans des conversations sérieuses, il commet souvent des erreurs, mais son charme et sa capacité à exprimer ses pensées l'aident à gagner le respect de son entourage. Il convient de noter que Chaplin a un accent britannique très prononcé, loin d'être aristocratique, et plus caractéristique des quartiers ouvriers de Londres. Ainsi, d'une certaine manière, Charlie ne se voit pas dans l'université. Sur la vague du succès de Le Kid et de ses autres films, Charlie décide de devenir non seulement acteur, réalisateur et scénariste, mais aussi producteur de ses films. L'une des raisons de cette décision est des désaccords avec le studio en place. Comme on le sait, selon son contrat, il a reçu $1 million et s'est engagé à réaliser 8 films en 1 an et demi, mais il en a finalement terminé 9. Au cours de ces 5 années de travail, Chaplin a toujours privilégié la qualité à la rapidité. Aucune grande studio ne donnera à un artiste une liberté totale, ce que réalisent à la fois lui et plusieurs cinéastes éminents de l'époque. L'actrice Mary Pickford, l'acteur Douglas Fairbanks et le réalisateur David Griffith. Ensemble, ils créent leur propre studio, United Artists, marquant un événement important pour l'industrie. Les créateurs obtiennent enfin un contrôle total sur leurs œuvres. Bien que la carrière de Chaplin au cinéma semble être une succession ininterrompue de projets réussis, ce n'est pas tout à fait le cas. Un exemple frappant est son premier film pour le studio United Artists,
intitulé La Parisienne. Peu de gens en ont probablement entendu parler, et Charlie lui-même cherche à l'oublier rapidement. Ce projet est risqué pour lui. D'une part, il n'est pas comique, et d'autre part, Chaplin n'y joue qu'un petit rôle. Le rôle principal est interprété par sa partenaire de longue date, Edna Purviance, avec qui il espère qu'un rôle dramatique significatif l'aidera à sortir de sa crise créative et à relancer sa carrière, malgré ses problèmes d'alcool. La Parisienne n'est pas un échec si on l'évalue dans un contexte général, mais pour Chaplin, elle ne correspond pas au succès escompté. Edna Purviance apparaîtra encore dans 2 films avant de quitter la profession. Charlie reviendra à son célèbre personnage de sans-abri dans le film suivant, créant ainsi l'une des plus grandes comédies de l'histoire, La Ruée vers l'or. L'idée de ce film est basée sur un livre qui raconte l'histoire d'un groupe d'émigrants partis à la recherche d'or au XIXe siècle et qui se retrouvent coincés dans des montagnes enneigées, confrontés à des maladies, à la faim et même à la mort. Pour survivre, ils consommaient des chiens, leurs vêtements et même leurs compagnons décédés. C'était donc un matériau exceptionnel pour la comédie de Chaplin. Sans son studio, ce film n'aurait peut-être jamais vu le jour, ou, au minimum, aurait été complètement différent. Auparavant, Chaplin réalisait un film en quelques jours, mais maintenant le processus s'étire sur des années. La Ruée vers l'or devient un projet véritablement grandiose dans sa carrière, avec de magnifiques paysages, des montagnes et un grand nombre de figurants. Les scènes extérieures sont effectivement tournées dans les montagnes, mais dans la version finale, seules 2 de ces scènes sont conservées. Les autres sont refilmées en studio, en utilisant un mélange de sel et de farine pour imiter la neige. L'un des problèmes de Chaplin réside dans l'absence de scénario. Aujourd'hui, il serait difficile d'imaginer le début du tournage de films hollywoodiens sans un scénario prêt. Mais Charlie adopte une approche différente. Il a une idée principale et un plan approximatif des scènes, tandis que les détails se forment au fur et à mesure du travail. Cela est acceptable pour un court-métrage de 10 minutes, mais La Ruée vers l'or et ses autres films durent 1h30 ou plus. Cette méthode, combinée à son désir de perfection, entraîne de nombreux doublages. Cependant, pour le spectateur, peu importe la difficulté qu'il a eue à créer le film, tant qu'un véritable spectacle l'attend à l'écran. Même si vous n'avez pas regardé La Ruée vers l'or, vous avez probablement croisé ces scènes célèbres, parmi lesquelles se distingue particulièrement celle du repas dans une chaussure. Dans cette scène, le vagabond et son partenaire se retrouvent enfermés dans une cabane en montagne et, n'ayant pas de nourriture, commencent à faire bouillir leurs chaussures. C'est sans aucun doute l'une des scènes les plus comiques de l'histoire du cinéma, qui illustre parfaitement une caractéristique clé du personnage, la capacité à maintenir son optimisme même dans les circonstances les plus difficiles. À propos, les chaussures utilisées lors du tournage étaient fabriquées en réglisse et en raison des nombreux doublages, le partenaire de Chaplin ne pouvait plus supporter son goût. Le budget final de La Ruée vers l'or s'est élevé à $1 million, une somme considérable, mais qui a totalement porté ses fruits. À l'écran, les spectateurs sont témoins d'une incroyable fusion de comédie, de mélodrame, de thriller et d'horreur. Lors de la première, le public a réagi bruyamment, criant et applaudissant. En conséquence, La Ruée vers l'or est devenu le film le plus réussi de l'histoire à cette époque. Cependant, les spectateurs de 1925 ne savaient pas que le rôle principal féminin
devait être interprétée par une autre actrice qui n'a pas pu participer au projet en raison de sa grossesse. Son père était Charlie Chaplin. Lita Grey est apparue pour la première fois à l'écran dans un petit rôle dans le film Le Kid, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Au moment du tournage de La Ruée vers l'or, elle n'avait pas encore 16 ans, ce qui a conduit le studio à augmenter son âge de 3 ans pour éviter un scandale. Au milieu du processus de tournage, elle a informé Chaplin de sa grossesse, ce qui a rappelé une situation de son précédent mariage. La jeune fille de 16 ans et Charlie, qui est 2 fois plus âgé qu'elle, se sont retrouvés dans une situation similaire. Selon des rumeurs, Chaplin aurait essayé de la convaincre de faire une interruption de grossesse ou de trouver un autre partenaire, mais les parents de Lita s'y sont opposés. Finalement, en secret, il finit par l'épouser. Spoiler, ce mariage s'avérera de courte durée. Des années plus tard, Grey écrira une autobiographie et donnera des interviews sur son mariage avec la star d'Hollywood, accusant Chaplin d'infidélité et de lui avoir fait comprendre dès le départ que leur union ne lui importait guère. Malgré cela, en 1925, ils ont un fils qui reçoit également le nom de Charles Chaplin. Les souvenirs de l'ex-femme sur leur mariage raté sont difficiles à considérer comme totalement exacts, mais certaines caractéristiques négatives de Chaplin trouvent confirmation dans les témoignages de ses amis et collègues. Le fait que Chaplin ait eu de nombreuses aventures, tant pendant son mariage qu'en dehors de celui-ci, ne fait aucun doute. Il est également connu que beaucoup de ses partenaires étaient considérablement plus jeunes que lui. Bien qu'à la mi-année 20, cette situation ne posait pas de problème particulier pour Chaplin. Elle est devenue une sorte de bombe à retardement. Les différences entre le véritable Chaplin et son personnage à l'écran, Charlie, sont évidentes. Plus le public apprenait sur la vie personnelle tumultueuse de Chaplin, plus son image à l'écran devenait respectable. Chaplin était millionnaire, tandis que Charlie est toujours resté pauvre. Chaplin se distinguait par son perfectionnisme et sa tendance à la farce, alors que Charlie demeurait instable dans n'importe quel emploi. Ses collègues le décrivaient comme un dirigeant dur, exigeant et parfois impitoyable, tandis que son propre fils le qualifiait d'égoïste. Cependant, l'égoïsme est une caractéristique des personnalités créatives et la question ne concerne que son degré. Bien que Chaplin puisse être strict et froid, il manifestait parfois de la bonté, de l'humour et de l'ouverture. Un de ses amis a remarqué « Profitez de chaque Charlie Chaplin que vous rencontrez, mais ne pensez pas que c'est le véritable Chaplin, il y en a trop. » À la fin des années 20, le public commence à voir un Chaplin complètement différent. Lita demande le divorce après 2 ans de mariage et la naissance de 2 enfants, l'accusant non seulement d'infidélité, mais aussi de son comportement immoral. La plainte affirme qu'il l'a contrainte à participer à des soirées débauchées et à commettre des actes indécents. Les documents de 50 pages deviennent rapidement l'objet d'intérêt de la presse. Chaplin nie tout en bloc, affirmant que ceux qui lui sont proches ne tiendront pas compte des rumeurs. Et il considère le scandale comme une partie d'un complot contre lui. Tout au long de sa vie, il sera convaincu qu'il existe des forces cherchant à le faire disparaître. En réalité, Chaplin se menace surtout lui-même. L'un des motifs de nombreux ragots est son conflit avec l'administration fiscale, qui coïncide avec le scandale marital. Une enquête est ouverte à son encontre pour non-paiement d'impôts, ce qui le pousse à suspendre tous les tournages en cours et à presque ne jamais quitter son bureau au studio. Chaplin craint cette enquête, car pour lui, ayant grandi dans la pauvreté, la perspective de redevenir financièrement insolvable est terrifiante.
En fin de compte, les problèmes bureaucratiques personnels de Chaplin lui coûtent cher. Ses avocats parviennent à négocier avec l'administration fiscale et à mettre un terme au litige avec Lita Grey. Ce divorce devient le plus coûteux de l'histoire du pays. Et Chaplin verse à son ex-épouse près d'1 million de dollars. La moitié de cette somme lui est versée directement, tandis que l'autre moitié est destinée à leurs enfants mineurs. Après ces événements, la réputation de Chaplin se dégrade considérablement. Cependant, à la fin des années 20, une problématique plus sérieuse se présente à lui, capable de détruire sa carrière. En 1927, le film « Le chanteur de jazz » sort sur les écrans, devenant le premier de l'histoire à avoir un son synchronisé. Désormais, les spectateurs peuvent voir les mouvements des lèvres de l'acteur correspondre aux mots prononcés, ce qui représente un pas en avant significatif pour le cinéma. Cependant, cela signifie la fin pour le cinéma muet, car l'apparition du son entraîne la fin des carrières de nombreuses stars. Chaplin fait face à cette situation de manière particulièrement douloureuse, car son personnage, le vagabond, ne peut pas parler. Le problème ne réside pas seulement dans son accent britannique prononcé, mais aussi dans l'universalité qui a rendu ces films populaires dans des pays allant des États-Unis à l'Inde, car ils étaient compréhensibles sans mots. D'une part, Charlie considère le son au cinéma comme une tendance temporaire, affirmant que les dialogues ralentissent l'action et que les spectateurs se lasseront bientôt de cette nouveauté, après quoi le cinéma redeviendra muet comme auparavant. En même temps, il prend conscience de la sérieuse menace technologique. Il convient de noter que l'utilisation d'effets modernes et de différents angles de prise de vue n'est pas son point fort. Il bouge presque jamais la caméra et se concentre sur les émotions des acteurs. Néanmoins, Chaplin interrompt le travail sur son nouveau film pour expérimenter l'ajout de son. Cependant, après quelques semaines, il devient évident que l'expérience est un échec. Il s'agit du film « L'opinion publique », dont la création aurait pu constituer un récit intéressant pour le film lui-même. Mais dans le contexte de toutes ces circonstances, il s'est révélé être le principal échec du maître. Le premier problème réside dans le fait que le travail sur le film a commencé à l'époque de l'émergence du cinéma sonore, et au moment de l'achèvement de l'opinion publique, les films sonores domineront déjà les salles de cinéma. La deuxième difficulté est liée à la Grande Dépression, qui entraîne une crise économique. Les gens n'ont plus d'intérêt pour le cinéma, surtout lorsqu'il s'agit d'un personnage dont la caractéristique principale est la pauvreté. Le troisième problème est lié au perfectionnisme de Chaplin et à l'absence de scénario. Il convient d'en dire un peu plus à ce sujet. L'intrigue du film tourne autour du vagabond qui rencontre une fleuriste aveugle. Elle le prend par erreur pour un riche millionnaire. Plus tard, à la suite d'un malentendu, le vagabond sauve la vie d'un inconnu ivre qui s'avère être un homme fortuné et devient son ami. Cependant, dès que l'homme riche reprend ses esprits, il oublie complètement le vagabond, tandis que dans son état ivre, il se comporte à nouveau de manière amicale. Un jour, notre héros tombe sur une annonce dans le journal concernant un ophtalmologiste autrichien proposant de restaurer la vue contre une somme d'argent importante. Le vagabond souhaite aider la jeune femme et essaie diverses façons de rassembler la somme nécessaire, avant de se tourner vers son ami riche qui accepte de l'aider. En conséquence, Julia reçoit l'argent, tandis que le vagabond se retrouve en prison. La police le considère comme un voleur à cause d'un nouveau malentendu. Le film est incroyablement drôle et touchant. La mention de l'intrigue n'est pas fortuite,
car l'une des premières scènes, où la jeune femme confond le vagabond avec un millionnaire, devient le fondement de toute l'histoire lorsqu'il réalise qu'elle est aveugle. Bien que cela semble simple, son tournage a nécessité 2 ans et 340 prises. Au départ, Chaplin devait trouver une actrice pour le rôle principal. Le destin le met en contact avec Virginia Sherrill lors d'un match de boxe. Elle n'a aucune expérience d'actrice, étant une mondaine qui vit des pensions alimentaires de son ex-mari. Chaplin lui propose de jouer ce rôle, et elle accepte, non pas parce qu'elle rêve de cinéma, mais simplement selon le principe « pourquoi pas ?» Le tournage commence, mais Chaplin n'a pas de scénario précis, seulement une idée générale des scènes. Il fait une prise après l'autre, et lorsque le nombre de prises dépasse la centaine, Sherrill et l'équipe remarquent qu'elle ne diffère pratiquement pas. Mais Chaplin ne s'arrête pas. Il sent que quelque chose ne va pas. Le problème pourrait venir de l'actrice. Elle doit prononcer une simple phrase « Des fleurs, monsieur ». Mais chaque fois, Chaplin a l'impression qu'elle le fait mal. Finalement, Sherrill demande « Pourquoi est-ce si important ? De toute façon, le cinéma n'est pas mon truc. » Cette question est logique, mais pour Chaplin, elle a du sens. Après presque 1 an de tournage, il décide de changer d'actrice, essaie plusieurs nouvelles candidates, mais réalisant qu'elles ne lui conviennent pas, il finit par se tourner vers Sherrill avec une demande de retour. Après 300 prises, Chaplin réalise que le moment où le claquement de la portière de la voiture se fait entendre signale à la jeune femme que l'inconnu qui a acheté la fleur est un millionnaire. Cette découverte donne un sens à toute l'histoire. Étant donné que l'opinion publique n'est pas son film à l'époque du cinéma sonore, Chaplin décide de créer une bande sonore musicale éclatante. « Qui pourrait le faire mieux que moi ?» se demande-t-il. Bien que Charlie n'ait pas de formation musicale et ne soit pas compositeur, il fredonne des mélodies et un professionnel engagé les transcrit en notation musicale. En janvier 1931, l'opinion publique fait ses débuts au cinéma et conquiert immédiatement le public. Malgré la Grande Dépression, l'absence de dialogue et le long processus de production avec un budget énorme, un grand nombre de personnes fait la queue pour voir le film et se réjouissent après la projection. À ce jour, l'opinion publique reste l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial, et la scène finale est souvent considérée comme la meilleure conclusion d'une histoire d'acteurs dans le cinéma. Dans cette scène, le vagabond sort de prison et retrouve la jeune femme qui a recouvré la vue. À tâtons, elle reconnaît son sauveur et réalise que ce n'est pas un millionnaire, mais un vagabond. Maintenant, elle peut bien le voir. En gros plan, le visage de Chaplin reflète un complexe éventail d'émotions. La joie que la jeune femme puisse voir, tout en ressentant en même temps la tristesse de comprendre qu'ils ne peuvent pas être ensemble à cause de son statut de vagabond. D'un côté, l'opinion publique est un succès évident. De l'autre, c'est un tel succès qu'il est difficile de le suivre avec quelque chose de plus remarquable. Chaplin, ayant passé 40 ans, en prend probablement conscience à un niveau intuitif. Il commence à connaître des changements d'humeur brusques. Il entame de nouvelles romances et s'inquiète de son état de richesse et de son apparence, demandant souvent à son assistant « Est-ce que je fais bonne figure pour mon âge ?» Bien que cela puisse sembler capricieux, qui parmi nous, après 30 ans, ne s'est jamais posé cette question devant le miroir? Chaplin, à l'aube de sa maturité, commence à réfléchir à des problèmes plus vastes, tels que la lutte contre la pauvreté dans le monde. Il élabore même un plan,
et le propose aux politiciens des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais son initiative ne reçoit pas d'attention sérieuse. Beaucoup de ses idées semblent idéalistes et pratiquement irréalisables, comme le concept d'une monnaie mondiale unique. Lorsque de grands créateurs s'attaquent à des idées politiques, cela conduit généralement à des résultats médiocres et peut parfois nuire à leur créativité. Bien que cela ait écarté beaucoup d'autres, Chaplin parvient à éviter cela. Son prochain film ne reproduira pas le succès de l'opinion publique, mais il deviendra tout de même l'un des chefs-d'œuvre significatifs de sa carrière. Chaplin trouve un moyen d'exprimer sa critique du système industriel capitaliste à travers le cinéma artistique dans le film Les temps modernes. Pour le rôle principal féminin, il choisit la jeune actrice Paulette Goddard, qui apparemment, en raison de ses préférences notoires, déclare avoir 17 ans, bien qu'elle en ait en réalité 22. Une romance naît entre eux, qui se termine finalement par un mariage et devient très fructueuse, tant sur le plan personnel que créatif. Paulette aide Chaplin à rétablir ses relations avec ses enfants, issus de ses précédents mariages, et joue les rôles principaux dans ces 2 derniers films vraiment réussis. Pour Chaplin, la création de Les temps modernes est le résultat de longues réflexions sur la représentation satirique du système industriel et du travail inanimé dans les usines. Cette direction découle logiquement de son œuvre. Dans ses films, dès les plus anciens, on retrouve souvent des images négatives de personnages riches, dont beaucoup sont dépeints comme des ivrognes ou des personnes désagréables. Chaplin, étant un socialiste convaincu, ne se présente pas avec un manifeste politique. Son socialisme se manifeste à travers une empathie créative envers les personnes marginalisées de la société, les femmes seules, les enfants abandonnés, les pauvres et d'autres personnages invisibles. Les personnages principaux de Chaplin représentent des archétypes, ce qui ne manque pas de susciter des comparaisons avec l'écrivain britannique Dickens, qui a également exploré des thèmes similaires. Ce parallélisme souligne les contradictions internes de Chaplin lui-même. D'un côté, il a un socialisme lyrique et de l'autre, une immense fortune qu'il craint de perdre. Un jour, dans un élan d'émotion, il a déclaré qu'il pouvait facilement renoncer au luxe et vivre avec quelques milliers de dollars par mois, ce qui fait sourire. D'une part, cette somme était tout à fait significative pour l'époque, et d'autre part, Chaplin n'aurait en réalité pas pu se le permettre. Malgré un hiatus de 5 ans après son projet précédent, Les temps modernes devient un grand succès pour Chaplin. Cependant, il considère encore le film comme ne lui appartenant pas tout à fait. Bien que le film comporte des éléments de sonorisation, il ne s'agit pas du son synchronisé auquel les spectateurs sont déjà habitués, s'attendant à voir des acteurs parler à l'écran. Dans le contexte de la Grande Dépression qui se poursuit, l'un des thèmes clés du film reste le chômage et la pauvreté. Si le film attire l'attention même dans ces circonstances, cela ne prouve-t-il pas sa grandeur? De nombreux cinéastes reconnaissent à juste titre Les temps modernes comme le dernier chef-d'œuvre de Chaplin. Cependant, il existe un autre film qui mérite d'être mentionné, mais il convient d'abord de revenir aux événements du début de l'année 1889. En avril, seulement 4 jours d'intervalle, 2 garçons naissent en Europe, tous 2 destinés à devenir incroyablement célèbres. L'un d'eux deviendra le chouchou du monde entier, tandis que l'autre incarnera le mal. Le premier est Chaplin, le second est Hitler. En 1938, presque 50 ans plus tard, on montre à Chaplin un article de journal rapportant l'interdiction par le leader allemand
des films de l'acteur, prétendument en raison de sa ressemblance physique. Bien que Chaplin considère Hitler comme un fou, il le trouve également comique et décide de réaliser un film à son sujet. C'est ainsi qu'est né Le Grand Dictateur, une parodie ouverte sur Hitler. La scène où le dictateur danse avec un globe devient légendaire. La première du film a eu lieu en 1940, alors que Hitler avait déjà envahi la France, et la situation était clairement loin d'être drôle. Néanmoins, le film le plus coûteux de Chaplin s'avère être l'un des plus réussis sur le plan financier. À la fin des années 30, le genre de la parodie politique n'existait pas encore, et personne ne se moquait des dirigeants au cinéma, ce qui rend Le Grand Dictateur unique. Cependant, de nombreux critiques ne le considèrent pas comme un grand accomplissement. Dans une certaine mesure, Chaplin fait effectivement un pas en arrière, en recourant à des éléments comiques simples. Le film regorge de courses et de situations comiques rappelant ses premières œuvres. Néanmoins, ce film restera dans l'histoire grâce à l'intuition exceptionnelle de Chaplin. Il a commencé à travailler sur le film en 1938, lorsque Hitler n'était pas encore perçu comme le mal. À cette époque, il n'était qu'un homme politique populaire avec un large public dévoué. Plus tard, Chaplin admet que s'il avait su pour les camps de concentration et d'autres horreurs, il n'aurait jamais osé réaliser un tel film. Le Grand Dictateur est également remarquable en ce sens que Chaplin s'adresse pour la première fois pleinement aux spectateurs. Néanmoins, pour le reste, le film semble toujours à Chaplin ne pas lui appartenir tout à fait, surtout dans le contexte du progrès rapide de l'époque. Il réalise que ses méthodes deviennent obsolètes, même selon les normes de l'industrie cinématographique. Bien que les technologies aient considérablement changé au fil des décennies, l'approche de Chaplin est restée la même, car il représente une étape du cinéma muet héroïque. Au début des années 40, l'accent de sa vie se déplace vers l'engagement social. Il participe activement à des rassemblements de collecte de fonds en soutien à l'armée soviétique et appelle les Alliés à ouvrir un second front. Sans aucun doute, ces initiatives méritent le respect, mais elles entraînent également de sérieux problèmes. Pour beaucoup, Chaplin commence à s'associer au communisme, ce qui prend rapidement une connotation négative parmi les professionnels de l'industrie cinématographique. Cependant, ses opinions communistes ne sont pas les seules à miner sa réputation. Chaplin continue d'entamer des romances, se divorce et épouse des femmes considérablement plus jeunes, y compris l'actrice Joan Barry après sa séparation avec Godard. Les relations de Chaplin sont accompagnées de scandales constants et peuvent avoir de graves conséquences pour lui. En 1944, Joan Barry le poursuit en justice, affirmant qu'elle est enceinte de lui et porte des accusations de esclavage sexuel. Bien que cela semble terrifiant, la situation était en réalité moins dramatique. À l'époque, il existait une loi étrange selon laquelle le paiement d'un voyage à une femme dans une autre ville, suivi de relations intimes, pouvait entraîner plus de 20 ans d'emprisonnement. Cette loi avait été conçue pour lutter contre le problème de l'esclavage sexuel des femmes, mais les mécanismes de son application laissaient à désirer. Chaplin commence à soupçonner qu'un complot se trame contre lui, et il a en partie raison. Le jeune directeur du FBI, Edgar Hoover, éprouvait depuis longtemps une antipathie à son égard, en raison de ses opinions communistes, et décide d'utiliser la situation pour ternir la réputation de l'acteur, ce qu'il réussit assez bien à faire. Bien que les avocats de Chaplin gagnent le procès, sa réputation est irrémédiablement ternie. À ce moment-là, Charlie est de nouveau marié à Una O'Neill,
la fille d'un célèbre écrivain américain. Il est intéressant de savoir quel âge elle a, 18 ans. En 1947, un nouveau film, Monsieur Verdoux, sort, devenant le premier véritable échec de la longue carrière de Chaplin. La première est un fiasco. Le film rapporte moins que ce qui a été investi dans sa création et n'attire l'intérêt ni des critiques ni du public. Chaplin estime que la raison en est son image ternie. Cependant, comme l'histoire l'a montré, la véritable raison de l'échec du film ne réside pas dans la réputation de l'acteur. C'est tout simplement son moins bon projet. L'opinion de Chaplin sur l'état de son image à ce moment-là est effectivement juste. À la fin des années 40, la principale problématique pour Chaplin devient l'accusation de vues anti-américaines. Après la Seconde Guerre mondiale, une chasse aux potentiels communistes débute dans la société américaine, y compris parmi les cinéastes, ce qui entraîne de graves conséquences pour la carrière et le destin de centaines de personnes, dont certaines risquent l'emprisonnement. Chaplin est sous suspicion en raison de ses films, de ses déclarations publiques, de son soutien à l'Union soviétique pendant la guerre et du fait qu'il n'a toujours pas obtenu la citoyenneté américaine après 30 ans de vie et de travail dans le pays. Tout cela semble suspect. Chaplin cherche à se défendre, affirmant qu'il est un citoyen du monde, qu'il n'a jamais été membre d'un parti et qu'il n'a jamais voté. En général, c'est vrai. Ses opinions de gauche étaient plus sentimentales et romantiques que politiques. Cependant, toutes ces tentatives d'explication se révèlent infructueuses. Finalement, il décide d'annuler son voyage à Londres, craignant qu'après cela, on lui refuse l'entrée aux États-Unis. Charlie essaie de réaliser un nouveau film, mais cela s'avère beaucoup plus difficile qu'auparavant. Non seulement à cause de l'échec précédent, mais aussi parce que beaucoup de personnes dans l'industrie cinématographique ne souhaitent pas collaborer avec lui. Dans les lieux publics, il est souvent critiqué, et une fois, on lui a même craché au visage. En d'autres termes, Charlie Chaplin a été en quelque sorte annulé, bien avant que cela ne devienne un phénomène courant. Néanmoins, en 1952, le nouveau film est finalement prêt. Les Feux de la rampe est, dans un certain sens, un film autobiographique sur un clown à la fin de sa carrière. Chaplin prend la décision de se rendre à la première, à Londres, où, contrairement aux États-Unis, il jouit encore de la popularité et de l'affection du public. Avant son départ, il transfère au nom de sa femme, citoyenne américaine, la majorité de ses actifs en Amérique, biens immobiliers, actions d'entreprise, argent et autres. Chaplin craint qu'on lui refuse l'entrée et qu'il perde alors toute sa fortune. Après cela, il fait une demande de visa pour entrer en Angleterre et obtient une approbation. 2 jours plus tard, alors que Chaplin traverse l'Atlantique en bateau, il reçoit une notification indiquant que son visa d'entrée aux États-Unis a été annulé et qu'il ne pourra en obtenir un nouveau qu'après un interrogatoire. En réponse à cela, Chaplin décide, avec sa femme et ses 4 enfants, de rester en Europe et s'installe au bord du lac Léman en Suisse. Les 2 derniers films du célèbre acteur et réalisateur hollywoodien seront réalisés en Europe. Les 2 œuvres recevront des critiques sévères et des avis négatifs, en particulier aux États-Unis. Dans son dernier film, La Comtesse de Hong Kong, Chaplin n'apparaît pas à l'écran, restant uniquement en dehors du cadre en tant que réalisateur et scénariste. En 1972, Charlie reçoit une invitation à se rendre en Amérique pour l'inauguration d'une étoile à son nom sur le Walk of Fame,
Il craint que des manifestations ne l'accueillent dans la rue. Cependant, après 20 ans, personne ne se souvient des anciens scandales et controverses. Tout le monde se rappelle uniquement des films remarquables de l'acteur. Lors de la cérémonie des Oscars, Chaplin reçoit une ovation. Il a 83 ans et, malgré sa mauvaise santé et ses derniers films peu réussis, il continue à créer et envisage même de nouveaux projets. 2 ans plus tard, il décédera dans son sommeil dans sa maison en Suisse. Vivant en Europe, Chaplin a visité plusieurs fois Londres, y compris les lieux de son enfance, qui sont devenus familiers aux spectateurs grâce à ses films. De nombreuses rues représentées dans ses œuvres ont été recréées à l'image des rues londoniennes où il a grandi, et les décors des pièces rappellent celles dans lesquelles il a vécu avec sa mère et son frère. Bien que Le Vagabond puisse n'être qu'un masque et une image, ces films reflétaient, sans aucun doute, l'essence de Charles Spencer Chaplin.